Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 28 janvier. La première fois que j'ai mis ces équipements et que j'ai dansé sur scène avec, je suis remontée dans ma loge et je me suis effondrée en pleurs. Parce qu'en fait, je pense que j'ai réalisé que c'était la première fois qu'on m'autorisait à être vraiment moi. Elle s'appelle Awa Johannet, elle a 23 ans, elle est danseuse à l'Opéra de Paris et avec d'autres, elle a lancé un débat majeur. Pourquoi si peu d'artistes racisés à l'opéra? Comment dépoussiérer un répertoire ancien qui peut charrier de l'exotisme et du racisme? Notre reportage et une discussion avec nos deux invités, Benkadi Emmanuel Yé de l'Opéra de Paris et le chorégraphe Noé Soulier. Et puis nous parlerons de l'activisme dans cette période sombre, comment se mobiliser. On en parle avec Juliette Rousseau, elle vient de publier un livre sur la joie militante, et Sarah Durieux qui publie un manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir, tout un programme. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Mais avant tout ça, j'aimerais vous lire un échange de SMS. Ça se passe le 27 octobre 2009 à 21h49. Libre pour prendre un verre, c'est signé d'un certain Gérald. Ne me contactez plus, répond la femme. Si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre, j'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît. Signé encore du fameux Gérald. Quelques jours plus tard, le 4 novembre à minuit, bonne nuit à toi. C'est encore signé Gérald. Oublie mon numéro, rétorque cette dame à l'autre bout du fil. Ok, mais prenons un dernier verre. Cette insistance d'un homme envers une femme qui dit non, c'est celle de Gérald Darmanin en 2009, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Il est placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête ouverte pour viol. Bien sûr, il est présumé innocent et il est toujours au gouvernement. Sans transition, j'accueille mes deux invités. Bonjour Noé Soulier. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes chorégraphe, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Oui. Et vous, Benkadi Emmanuel Yé, vous avez 29 ans. Vous êtes chef de projet événementiel à l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Merci tous les deux d'être avec nous. Benkadi, je vais commencer avec vous. Il y a quelques mois, avec 5 danseurs et 2 barytons de l'Opéra de Paris, vous avez rédigé un manifeste. Son titre mettait les pieds dans le plat de la question raciale à l'Opéra de Paris. Voilà ce qu'il disait. Profitant d'une actualité sur la question du racisme structurel, nous sollicitons aujourd'hui l'ouverture d'une discussion sans tabou. Notre intention, ce n'est pas de provoquer un quelconque scandale, d'exprimer une amertume, de porter une accusation contre une maison que nous chérissons. Nous souhaitons plutôt faire face, sans complexe et sans malaise, à une question souvent laissée de côté car considérée comme trop polémique ou gênante. Et cette question, c'est celle du racisme structurel. Ce texte, Benkadi, il avait plusieurs demandes. L'abolition des pratiques issues de l'héritage colonial, comme le blackface, qui consiste à grimer les chanteurs ou les danseurs qui sont non noirs quand ils jouent des rôles de personnes noires. Des mesures de lutte contre les discriminations au sein de l'opéra. Une réflexion sur la diversité des différents corps, mais aussi la diversité des publics de l'opéra. Benkadi, pourquoi vous aviez lancé cet appel collectif ? Cet appel collectif, il est né d'un contexte un petit peu particulier qui était celui du confinement, avec une longue période d'introspection, de réflexion, et puis aussi de mouvements BLM qui sont nés après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Donc notre volonté, c'était vraiment de voir comment, dans notre institution, les choses pouvaient évoluer sur ce point-là. On avait tous des expériences différentes, en tant qu'artistes pour certains, en tant que personnel administratif pour d'autres, et on avait vraiment envie de pouvoir ouvrir le débat, de pouvoir aborder cette question de manière sereine avec nos collègues et avec la direction, pour pouvoir finalement faire un point et se poser des questions qui étaient un petit peu restées sans réponse, ou en tout cas jamais abordées au sein de l'institution. Donc ce texte, il est signé par 8 personnes au départ, c'est ça, toutes des personnes racisées. Évidemment, dans cette institution, l'Opéra de Paris, un des hauts lieux de la culture française, c'est une institution prestigieuse et comme d'autres institutions, encore assez peu diverses. Oui, ben c'est vrai que c'est pas une institution vers laquelle... on va dire un enfant, garçon ou fille, voudrait se tourner pour faire une carrière de danseur ou une carrière de chanteur ou de musicien. On va dire qu'il y a cette nécessité aussi d'avoir des exemples, des gens qui sont passés par cette maison avant, qui vont donner envie à une jeune génération et finalement d'aborder cet univers qui est un univers passionnant. Voilà. Et nous, c'était un petit peu notre volonté de faire entendre notre voix au sein de cette institution où c'est vrai, on n'a pas forcément beaucoup de gens qui sont racisés, mais le tout dans un contexte vraiment de discussion et de débat,
peut-être pour finalement briser un petit peu un tabou. Oui, ce que vous dites, c'est ça, c'est que quand on est un enfant noir, par exemple, on ne se sent pas forcément, on se dit c'est pas un lieu pour moi, par exemple, c'est ça? Je pense qu'il y a la force de l'exemple. Il y a la force de l'exemple et je pense qu'effectivement, on essaie aussi de se retrouver dans les gens qu'on voit sur scène et puis même au-delà de la scène, on essaie un petit peu d'avoir des modèles, des gens qui montrent que quand on a cette identité, on peut avoir cette carrière-là, on peut entrer dans cet univers-là. Et je pense qu'il y a cette nécessité d'avoir une certaine visibilité pour avoir ces débats de manière décomplexée. Alors ce texte, il a été signé depuis par 300 personnes au sein de l'Opéra, un peu de toutes les professions. Est-ce qu'il y a eu des réactions hostiles ou alors d'incompréhension? Est-ce qu'il a fallu un peu parler aux gens, leur expliquer votre démarche? Le but, c'était justement d'entamer un débat. Donc il y a eu beaucoup de discussions entre collègues ou même dans des cercles d'amis avec des gens, des mécènes ou des gens qui sont des habitués. C'était vraiment le but. Et on est très content d'avoir pu avoir ces discussions. Je pense qu'il y avait peut-être aussi un petit peu un impensé. Parfois autour de ces questions-là. On sait qu'elles existent, mais elles ne sont pas forcément abordées. Je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde, quelles que soient les positions de chacun, de pouvoir discuter dans un cadre serein de ces sujets sans avoir peur de vexer et sans non plus avoir peur de choquer ou d'être dérangeant. Et ça a fait beaucoup de bien. Et je pense que ça n'est que le début. Je pense qu'il va y avoir... ça va se poursuivre de toute façon pendant des mois, des années. C'est une discussion qui ne sera jamais vraiment finie, en tout cas dans un futur proche. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux gens, ça fait beaucoup de bien à l'institution. Et déjà, on peut voir en fait, dans les mentalités ou même certaines pratiques qui ont évolué au sein de l'Opéra qu'il y a du changement qui a été mis en place. On va en parler tout de suite. Noé Soulier, vous êtes chorégraphe. Comment vous avez réagi, vous, à cette démarche? Déjà, je trouve qu'elle est très courageuse parce que je pense que c'est une institution qui est assez énorme, qui est extrêmement prestigieuse. C'est très, très concurrentiel aussi. C'est très, très dur de rentrer. Donc, aussi, une fois qu'on y est, les danseurs, c'est très compétitif entre eux. Donc, je pense que ça demande beaucoup de courage de poser ces mots, de poser ces questions. Et donc de l'admiration, en fait, avant tout. Alors Noé et Benkadi, on va regarder notre reportage. On l'a tourné il y a quelques semaines avec Awa Johanné, une danseuse qui fait partie des co-signataires de ce manifeste. Avec Yumni Kezouf, nous sommes allés au Palais Garnier, au lieu de l'Opéra français inauguré en 1875. On avait rendez-vous avec Awa. Elle a 23 ans, elle est danseuse. Elle était en train de s'entraîner à l'Opéra à cause du Covid. Il n'y a plus de représentation en ce moment, parfois en visio. Mais évidemment, les danseurs et les chanteurs continuent de s'exercer chaque jour. Pourquoi vous avez décidé, vous, de prendre la parole à plusieurs? Alors ça a été très long, très compliqué comme décision. Je pense que donc déjà, il y a eu ce confinement. On s'est retrouvés après le confinement. Il y a eu la mort de George Floyd, qui nous a tous un peu secoués. Je pense que c'est parti du fait que certaines compagnies de danse à l'international avaient mis un mot, dit un message concernant cet événement. Et que nous, à l'Opéra, ça n'a pas été le cas. Donc on s'est questionnés. Et je pense qu'on a senti la force d'agir de par tout ce mouvement qui était très fort. Pour nous, c'était échangeons. C'était parlons, cassons ce tabou, parlons de ça. Pour moi, quand je suis rentrée à l'école de danse, ça a été tu dois t'intégrer par tous les moyens. Pas forcément de par ma couleur de peau, mais juste c'est un milieu où ce qui est très strict, il faut beaucoup de rigueur, il faut être très consciencieux. Et je pense que de là, j'en ai oublié en fait mon identité. Enfin, une partie de moi en tout cas. Awa a intégré l'école de danse dès 9 ans. Elle est fière de danser à l'Opéra de Paris. Elle s'interroge aussi sur le faible nombre de personnes racisées dans cette institution. Est-ce que l'opéra en général, c'est un milieu raciste ou est-ce que c'est un milieu surtout où tout le monde est présumé blanc? Enfin, c'est quoi le problème? Je pense que ça découle du racisme systémique qu'il y a en France, selon moi. Je pense qu'il n'y a pas une volonté d'être discriminatoire, mais que de par le recrutement, de par l'éducation sur le passé, sur toutes les
les raisons qui font qu'il y a encore des discriminations aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail là-dessus qui n'est pas forcément fait, d'éducation. Des personnes de couleur ne se sentent pas forcément à l'aise dans ce genre d'institution, que ce soit dans le public ou sur scène. Mais je pense que quand on ne connaît pas bien l'opéra et que d'un point de vue extérieur, on regarde la compagnie, on vient voir un ballet et qu'on voit que des blancs et peut-être une ou deux têtes qui nous interpellent, c'est pas suffisant pour donner envie à des gens qui voudraient s'y intéresser. De toute façon, à l'Opéra de Paris, il y a un idéal aussi de corps et peut-être des visions qui sont un peu fermées sur ce que doit être une danseuse de l'Opéra de Paris. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. C'est-à-dire De physique, de grandes jambes, de pieds arqués. Et je pense que déjà sur cette base-là, c'est très difficile de toute façon de rentrer à l'Opéra de Paris. Je pense qu'il y a moins de personnes de couleur qui se présentent. Je pense qu'il y en a moins qui sont acceptées aussi. Est-ce que la danseuse archétype, c'est une danseuse blanche? Dans l'histoire de l'opéra? Dans l'histoire, oui. Ça évolue, j'espère que ça va évoluer de plus en plus. Comme les choses changent, je suis fière de pouvoir représenter autre chose, un autre type de danseuse. Et je le prends pas mal parce que c'est l'histoire, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut encourager le changement. Alors cette discussion, ce débat, ça a entraîné des premiers dialogues et des premières mesures. La directrice de la danse de l'Opéra de Paris, les costumiers, ont proposé à ces danseurs de leur concevoir des équipements spéciaux, des bas et des collants qui correspondent à leur carnation. Et à l'opéra, c'est une petite révolution. C'est mes nouveaux collants et mes nouvelles pointes que j'ai eues là pour la production de la Bayadère. Depuis le début à l'école de danse, j'ai toujours eu les mêmes équipements que tout le monde, sans vraiment faire attention à ça. Mais ça a été sujet à des remarques parfois, pas forcément négatives, mais juste interpellées, qui disaient ça rend pas pareil sur toi ou c'est un peu différent sur toi. En fait, c'est des collants roses, mais qui sont adaptés du coup à une peau blanche. Et sur nous, ça rend pas le même effet. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait sur ça. Donc j'ai eu ces collants-là, qui sont les mêmes collants que les autres, mais teints avec ma couleur. Ils ont pris ma carnation et à la teinture, ils font des collants pour moi. Donc ça, c'est chouette. Et puis les pointes, c'est provisoire. Il y a une couleur qui me convient, ils l'ont commandé, sauf que ça met du temps à arriver, etc. Pour que j'ai quelque chose qui soit semblable à ce que j'allais avoir dans les prochains mois. Donc ils ont fait la même chose que pour les collants, ils ont pris une couleur et ils ont teint des pointes pour moi. La première fois que j'ai mis ces équipements et que j'ai dansé sur scène avec, je suis remontée dans ma loge et je me suis effondrée en pleurs. Parce qu'en fait, je pense que j'ai réalisé que c'était la première fois qu'on m'autorisait à être vraiment moi, de haut en bas. Et c'est la première fois que j'ai senti ma différence comme vraiment une force et un atout. Donc c'est super, quoi. Je pensais pas du tout avoir cette réaction parce que ça paraît insignifiant comme détail, des collants, des pointes, bon, voilà. Mais ouais, c'est chouette. Noé Soulier, il nous dit quoi, le témoignage d'Awa? Je trouve ça hyper émouvant, mais je pense que c'est pas un détail en fait, ce truc des collants, de la couleur des pointes, parce que la danse classique, c'est beaucoup de lignes, c'est beaucoup de géométrie, comme l'architecture classique, comme les jardins classiques. Et en fait, si le chausson il n'a pas la même couleur que la jambe, ça vient briser cette ligne en fait. Et donc c'est pas un détail, c'est pas juste, je sais pas, une coquetterie. C'est vraiment pouvoir incarner en fait cette chorégraphie, cette écriture qui est basée sur une organisation de l'espace en fait. Benkiadi, à la suite de votre texte, le 22 septembre, 22 jours en fait après sa nomination, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, qui est un Allemand qui a travaillé dans d'autres pays, a lancé une mission à la suite de votre manifeste confiée à l'historien Pape Ndiaye et la haute fonctionnaire Constance Rivière. Dans cette lettre de mission que j'ai ici, il leur demande de recenser les difficultés, les discriminations, de mettre à disposition, en effet, vous l'avez dit Noé, aux danseurs racisés des produits de maquillage
et du matériel, de se pencher aussi sur la question du répertoire, un répertoire qui a souvent été écrit, composé il y a longtemps, au XVIIIe, au XIXe siècle. Est-ce que, à ce stade, vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? Oui, déjà, je pense que la réponse et la forme de la réponse qui a été donnée à ce texte-là a été très bonne. C'est un sujet qui est compliqué. C'est un sujet qui demande de prendre du temps, de se poser, de se questionner et d'interroger un petit peu les parties en question. Et je trouve que c'est une très bonne démarche d'avoir pris ce temps-là, de faire cet état des lieux, en convoquant aussi des personnalités qui ont un regard extérieur sur l'institution et qui ont auditionné de nombreux salariés en interne, des chefs de service, mais qui sont également allés solliciter des personnes extérieures, que ce soit des directeurs d'autres compagnies, des artistes extérieurs, et un certain nombre de personnalités, des sociologues, des historiens de l'art, etc. Et je trouve ils remettront leur rapport la semaine prochaine, hein, a priori. A priori. Voilà. Donc on en reparlera évidemment sur Mediapart. Sur la question du répertoire tous les deux, votre manifeste Bancadi, il pointe la question du blackface ou du yellowface, donc ces pratiques de grimage. On va voir un exemple. En 2018, c'est récent, hein, 2018, dans la Traviata de Benoît Jacot à l'Opéra de Paris, on a vu une chanteuse blanche grimée en noir pour le personnage d'Anina, la deuxième sur la gauche. Et dans l'iconique Bayadère de Rudolf Nureyev, créé en 92 à l'Opéra de Paris, cette danse qu'on a longtemps appelée la danse des négrillons, comme on le voit sur ces images. Noé Soulier, d'ailleurs cette danse, vous allez nous le dire, elle a été rebaptisée entre-temps à l'Opéra de Paris, mais est-ce que parce que les rôles sont écrits comme ça depuis des décennies, on est obligé de les jouer tout le temps comme ça ? Non mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, par exemple, la variation qu'on a vue là il y a un instant, c'est l'idole dorée. C'est pas une variation du 19e siècle, c'est une variation qui a été créée dans les années 40 par un danseur en URSS. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce débat sur la représentation de la diversité à l'opéra, il croise une autre question qui est le statut des œuvres, en fait, le statut des ballets. Et les ballets, c'est des œuvres très compliquées. Parce que, dans un sens, c'est un peu comme un bâtiment, comme une cathédrale qui aurait des parties du XIIIe siècle, du XIVe, du XVe, et puis une flèche de Viollet-le-Duc au-dessus, dans le cas de Notre-Dame. Et d'ailleurs, les mêmes débats qu'on a sur est-ce qu'on doit, en fait, reconstruire cette flèche ou pas, ils se posent différemment, en fait, pour les ballets. Il y a toutes ces strates, et aussi, c'est un mélange de tradition orale, d'écriture, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, il y a des choses qui se sont transmises, etc. Donc c'est un débat compliqué. Mais ce qui me semble, c'est que, moi, ce qui m'a semblé ironique, c'est qu'en fait, on n'a pas arrêté de changer les ballets dans les années 80, etc. Et que le seul moment où on dit « Ah non, on ne peut pas y toucher », c'est quand on pose la question de « Est-ce que c'est OK de encore faire une danse des négrillons ?» C'est ça qui ne va pas, en fait. C'est-à-dire qu'on peut supprimer un acte, on peut retirer, on peut changer beaucoup de choses. Par contre, si on touche à quelque chose qui est lié au colonialisme, qui est lié au racisme et que ça, c'est ça qu'on ne pourrait pas changer. Ça, je trouve ça pas possible, en fait. Enfin, c'est ça qu'on doit changer. Enfin, c'est ça qu'on doit réinterpréter, qu'on doit réinventer, etc. Mais le fait que la crispation, elle soit pile à l'endroit qui pose problème, en fait, d'un point de vue politique, d'un point de vue éthique, c'est ça qui me semble le point nodal. En fait. On va citer juste un petit exemple, Bancadi aussi. Vous parlez du ballet blanc dans votre manifeste, je crois. Je ne sais pas si vous en parlez. C'est dans la lettre de mission. Dans la lettre de mission, voilà. Donc il faut expliquer. Expliquez-nous. Allez, on fait une minute très rapidement chacun, mais c'est important peut-être Noé. Et vous rebondissez, Bancadi. Le ballet blanc, qu'est-ce que c'est et c'est... Les ballets blancs, c'est ces moments vraiment iconiques de la danse classique. Il y en a par exemple dans Gisèle. Le lac des cygnes aussi, tous les cygnes blancs, donc c'est ces moments de féerie. Que des danseuses, des danseuses habillées de blanc, sur la scène. Qui créent un moment abstrait aussi d'habitude. Enfin, c'est-à-dire que l'histoire s'interrompt, la narration s'interrompt, et il y a cette féerie qui est vraiment, je sais pas, un peu l'image qu'on a, je pense, quand on pense au ballet classique. Qui fait rêver, évidemment. Qui fait rêver. Et je pense qu'en fait, il y a eu une question qui s'est posée dans plein de compagnies, c'est est-ce qu'on peut avoir des danseuses blanches et puis des danseuses noires et avoir cette diversité-là. Et pour moi, évidemment, oui, parce qu'en fait, l'homogénéité, l'unité qu'on cherche, c'est pas une unité chromatique, c'est une unité dans la manière de bouger. La chorégraphie, elle détermine pas la couleur de la peau, elle détermine la manière de bouger. Et je pense que ce qui est aussi, je sais pas, le trésor pour moi du ballet de l'Opéra de Paris, c'est cette manière de bouger qui se transmet de manière de génération en génération. C'est une manière d'aborder le mouvement qui est unique. Et ça, tout le monde peut l'apprendre, en fait. C'est ça. C'est comme l'équipe de foot en France.
il y a peut-être une manière de jouer à la française, hein, qui ça je connais pas bien, mais ça peut être des joueurs noirs, des joueurs blancs, des joueurs asiatiques. Là c'est pareil, il peut y avoir des danseurs blancs, des danseurs noirs. Il y a une manière de bouger de l'Opéra de Paris, ça c'est très précieux, ça il faut pas le perdre, il faut continuer à le transmettre, mais c'est pas lié à la couleur de peau. Alors, juste dans le cadre de cette mission, Alexandre Derneff, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, a parlé au Monde Magazine et il avait écrit cette phrase, il a dit cette phrase: certaines œuvres vont sans doute disparaître du répertoire. Alors tout de suite, cri d'orfraie de l'extrême droite de Marine Le Pen. Voilà ce que de pseudo-progressistes, au nom d'un antiracisme devenus fous, veulent supprimer du répertoire de l'Opéra de Paris. C'est pas de l'antiracisme, c'est tout à voir avec l'obscurantisme. Mais aussi, réaction d'un chroniqueur du Monde, Michel Guérin: la France prend lentement ce chemin américain qui se traduit par une autocensure galopante des artistes et des programmateurs afin d'éviter les ennuis. Benkadi, est-ce que vous voulez censurer l'opéra ? Non, enfin, je dirais qu'il n'a jamais été question, dans le manifeste en tout cas, de suppression des œuvres. Et je pense que la phrase d'Alexandre Derneff a été interprétée avec beaucoup de mauvaise foi de la part effectivement, des personnes que vous avez citées. Non, il est question justement d'étudier ce répertoire et de voir en quoi certaines représentations stéréotypées des personnes non blanches peuvent être corrigées. Et non pas de mettre à la poubelle des œuvres qui font aussi tout le prestige de cette maison, dont que les artistes ont plaisir à interpréter et que le public aime beaucoup. Je pense que cette phrase a fait beaucoup de polémiques et a aussi détourné l'attention en fait, des questions qui étaient véritablement soulevées. Oui. Et puis des gens qui sont en effet très prêts à rebondir sur ce genre de polémique. Noé Soulier, en quelques mots et on conclut. Oui, mais c'est vrai que je pense que ça, ce qui est paradoxal, c'est que dans un sens, ces réactions, elles montrent un rapport presque fondamentaliste, je trouve, en fait, à un passé. Et c'est paradoxal d'ailleurs de la part de personnes qui critiquent par ailleurs le fondamentalisme, je ne sais pas, islamique. Là, il y a un rapport, je pense que c'est un texte, c'est un héritage qu'il faut interpréter, mais qu'on ne peut pas interpréter de manière littérale. C'est absurde, en fait, d'avoir ce rapport de la tradition. Et c'est impossible, en fait. Et l'art et les chorégraphies se créent et se recréent en permanence. Merci à tous les deux. Benkadi, Emmanuel Yé, chef de projet à l'AROP, pour l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Et vous, Noé Soulier, directeur du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Je signale, Noé, votre livre « Action, mouvement et gestes » paru en 2016 aux éditions du Centre national de la danse. Merci à tous les deux. Merci. On va désormais accueillir nos deux autres invités, Sarah Durieux et Juliette Rousseau. Installez-vous. Bonjour à toutes les deux. Sarah Durieux, bonjour, vous êtes directrice de la plateforme de mobilisation en ligne change.org en France. Et vous, Juliette Rousseau, activiste, ancienne porte-parole de la coalition Climat 21, engagée sur de multiples terrains personnellement depuis des années. Vous publiez toutes les deux des livres qui ne sont pas pareils, mais qui ont des résonances. Vous, Sarah Durieux, Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir chez First Edition. Et vous, Juliette Rousseau, vous venez de traduire en réalité de l'anglais Joie militante, construire des luttes en prise avec le monde aux éditions du Commun. Un livre de Carla Bergman et Nick Montgomery, paru aux États-Unis en 2017 chez AK Press. Une question pour toutes les deux. Comment vous faites dans ce moment vraiment très compliqué à vivre, individuellement et collectivement, comment vous faites pour garder l'espoir ? Juliette. Je cultive mes communautés affectives, mes attachements, mes liens. Je cultive le soin dans mon entourage et je me laisse soigner par celles et ceux qui m'entourent. Et c'est comme ça que je survis. Et je suis assez convaincue que ça va être de plus en plus fortement ma manière de survivre dans ce monde. Donc ça, c'est pour l'aspect individuel, aussi garder de l'énergie dans ce moment-là. Et pour les luttes, comment est-ce qu'on peut trouver aussi l'énergie de se mobiliser ? Ouais, les luttes, c'est un petit peu la même chose en vérité. Parce que quand je parle d'attachement, je parle des personnes qui m'entourent, mais je parle aussi du territoire que j'habite, je parle de la façon dont je l'habite et avec qui je l'habite. De la même manière pour les luttes féministes, à des moments qui sont plutôt celles qui m'animent, à des moments où on vit autant de violences, où on voit autant de recrudescence des violences contre lesquelles on lutte, on n'a pas d'autre solution finalement que de renforcer nos solidarités. Donc j'ai l'impression qu'on essaie d'habiter les interstices aussi. On essaie de trouver les façons par lesquelles on peut justement amplifier ces liens d'attachement et ces solidarités en dépit de cette situation. Et vous, Sarah ? C'est vrai que c'est difficile, mais en fait, il se passe des choses quand même. Et on peut voir dans ces crises aussi des changements. On le voit avec le sujet dont vous parliez juste avant. Donc, on célèbre les petites victoires. Je pense que c'est important de prendre le temps de célébrer ces moments où on fait quand même avancer, même si on a l'impression qu'il
il reste beaucoup de choses à faire. On se rappelle qu'il y avait des gens avant nous qui ont fait des choses qui nous ont permis d'être où on est aujourd'hui et qu'il y aura aussi des gens après nous pour continuer. Parce que la liberté, c'est un combat, je pense, qui ne s'arrêtera jamais. Et puis, il y a autre chose, je pense, qui est important, c'est aussi, moi, je célèbre beaucoup le fait de voir des gens, justement, qui participent. Et c'est un peu le sens, moi, de mon engagement. Et du coup, je me réjouis de voir des gens qui avaient l'impression de ne pas forcément avoir de capacité d'action, à descendre dans les rues, à s'organiser. Donc ça fait partie de cette résistance. Sarah Durieux, votre livre, Manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir, c'est vraiment un livre très concret, très pratique. Allez, pour ceux qui nous regardent et qui veulent faire des choses, quelle méthode pour s'engager, pour y arriver individuellement et collectivement ? En fait, la méthode, elle est éprouvée depuis des années par plein d'organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou même des organisations dites plus grassroots, comme on dit aux États-Unis. Donc en fait, c'est juste comment est-ce qu'on rend ça accessible à des gens qui n'ont pas du tout l'impression qu'ils peuvent faire des choses. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est dire, en fait, il faut juste commencer par quelque chose. Et le premier conseil que je donne, c'est justement quand on voit l'environnement dans lequel on a l'impression qu'il n'y a rien qui va et qu'il faudrait se battre contre tout, c'est de commencer à se dire, OK, moi, c'est quoi ma contribution et je commence par quoi ? Et à définir, en fait, un combat, à choisir, en fait, une cause et je dirais même une campagne en particulier sur laquelle on peut agir. Qui peut être dans son quartier, qui peut être dans sa ville, qui peut être très local. Exactement. Donc, en fait, auprès de chez vous, s'il y a un sujet pour vous qui est hyper important, c'est la question de la pollution ou la question, par exemple, de la pollution de l'air, vous pouvez tout à fait travailler et réfléchir à comment vous améliorez la qualité de l'air dans vos quartiers. Et on sait qu'en France, parce qu'on est quand même hyper centralisé, on a aussi la possibilité d'avoir au niveau local des décisions qui sont prises. Et on le voit, nos maires, ils ont très envie de prouver qu'ils ont du pouvoir. Donc rien qu'au niveau de nos villes, on peut arriver à faire changer des choses. Juliette, ce livre, Joie militante, je vais le remontrer, il parle de beaucoup de choses, de comment les luttes peuvent être épuisantes et éreintantes. Comment les mouvements peuvent exclure aussi, parfois par excès de rigidité idéologique, parfois juste par qu'on ne s'aime pas ou qu'on s'exclut. Et ça, c'est l'expérience que font beaucoup de gens, parfois quand ils s'engagent dans différents mouvements ou en politique. Et aussi de la nécessité de construire des luttes inclusives. Mais d'abord, pourquoi ce titre « Joie militante » Ça peut sembler presque une antithèse. Beaucoup de gens ont l'expérience contraire. Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai très peur avec ce titre qu'on déçoive les attentes, que les gens s'attendent à trouver un manuel de joie, alors que, bon, évidemment, c'est pas si simple que ça. En fait, la joie de Bergman et Montgomery, c'est la joie spinoziste. C'est-à-dire, c'est pas du tout la joie au sens le bonheur, un espèce d'état comme ça. Béat. Ouais. Béat, exactement. C'est plutôt la joie comme potentiel de transformation. Et donc ça peut inclure tout un ensemble d'émotions, pas seulement des émotions positives. Et c'est ça qui est vraiment très puissant dans leur livre, c'est la capacité justement à essayer de trouver qu'est-ce qui, dans les luttes, nous rend plus puissants, plus puissantes, qu'est-ce qui accroît nos capacités, qu'est-ce qui renforce nos liens justement, et y compris des luttes qui peuvent partir d'émotions qui sont le deuil, qui sont la perte, qui sont la colère, qui sont en fait des émotions qui traversent souvent, en fait, qui mettent en mouvement dans le monde aujourd'hui. Particulièrement en ce moment. Là où je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu dis, Sarah, c'est que finalement, l'écho que je vois entre nos deux livres, c'est que Sarah, tu t'adresses, d'après ce que je comprends, à un public de personnes qui voudraient entrer en action mais qui ne savent pas tellement comment le faire. Et j'ai l'impression que Joie militante s'adresse à un public de personnes qui militent depuis un certain moment, qui sont un peu échaudés par le militantisme et qui cherchent des façons de retrouver en fait ce qui peut constituer la puissance qu'on peut trouver dans les premiers temps de militantisme ou alors quand jaillit un mouvement social, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est deux propos qui visent à redonner de la puissance dans... C'est un peu une façon de retrouver finalement ce qu'on se dit souvent quand on va dans une manif, on se dit « Ah, j'étais content d'aller dans cette manifestation », c'est aussi une façon de maintenir ça sur le long terme, de façon durable, voir comment on peut faire. Toutes les deux, au cœur de vos livres et de vos préoccupations, il y a la crise écologique, et évidemment. En quoi est créée une urgence particulière en ce moment? Et est-ce que l'époque, par rapport à ça notamment, nous enjoint aujourd'hui d'être radicaux pour vous? Je veux bien répondre là-dessus, parce qu'en fait, c'est toujours ce qu'on oppose à qu'est-ce que serait une bonne mobilisation. Enfin, je pense que les gens qui sont non militants ou qui ont intérêt à ce qu'il y ait moins de militantisme disent toujours que la radicalité, c'est forcément quelque chose de négatif. Je pense que c'est intéressant... Qui aliène du reste du public. Exactement. Donc, je pense que c'est important d'être radical dans ses ambitions, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie question de comment est-ce qu'on crée du lien aujourd'hui à l'ère de la polarisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à retrouver des publics qui ne sont pas sensibilisés aux questions que nous, on connaît bien et qu'on a envie de faire avancer. Et forcément, on a une forme d'urgence et d'envie de perfection, mais on a aussi un enjeu à trouver des gens qui ne sont pas encore dans cette démarche-là. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire dans le livre, c'est ce que je dis, c'est
en fait, il faut parler avec nos émotions, parce qu'il y a un truc, on dit toujours aussi radicalité et émotion, c'est forcément quelque chose de négatif. Je pense qu'au contraire, en fait, il faut qu'on réapprenne à parler en empathie, à créer de l'empathie, à parler avec le cœur pour retrouver justement ces autres publics qui ne sont pas aussi sensibilisés. Donc ça ne veut pas dire ne pas être radical dans l'ambition qu'on a, mais plus dans la manière dont on fonctionne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser aux autres, faire en sorte que quand des gens intègrent un mouvement, ils se sentent bien, qu'ils soient considérés. Ouais. C'est ça, et puis c'est juste quand par exemple, moi forcément je parle de pétition beaucoup, mais quand vous lancez une pétition et que quelqu'un se retrouve face à votre texte et qu'il n'a aucune idée de ce dont vous parlez, il faut peut-être essayer de créer un sentiment de connexion avec ce dont vous parlez. Et la manière de le faire, c'est d'expliquer en quoi c'est important pour vous. Et ça peut paraître très bizarre parce qu'on a une habitude aussi du militantisme, je pense, en France, qui est très politisée, qui est très partisane. Et du coup, on a du mal à juste... Et qui parfois aliène des gens, c'est vrai. Aliène des gens. Qui s'épuisent aussi parfois dans le militantisme. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher ces connexions. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises comment on recrée du lien entre nous. Et c'est d'abord entre nous, groupes militants, donc d'avoir ce soin de l'autre, mais aussi entre nous, groupes militants, et d'autres groupes militants. Et on l'a vu là, les connexions qui se font entre différentes luttes est hyper importante parce qu'il y a eu cette volonté d'empathie. Mouvement climat, mouvement contre les violences policières, mouvement gilets jaunes. En fait, on se retrouve à un moment donné parce qu'on partage une histoire commune qui est celle de la répression violente de la police. Et c'est intéressant de passer par là en étant conscient qu'un militant climat, il n'a pas du tout la même déconstruction en termes d'antiracisme qu'un militant antiraciste et qu'inversement, un militant gilet jaune n'a pas forcément l'expérience du militantisme climat que peuvent avoir d'autres personnes. Donc c'est s'écouter et respecter les histoires des autres, là où les uns et les autres viennent, et essayer de construire ensemble comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre? Oui, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je me pose pas tellement la question. Je me pose plus depuis longtemps la question en termes de radicalité. Enfin, je trouve que j'ai vraiment du mal avec cette étiquette, en fait. Qu'on la mette comme quelque chose de positif ou de négatif, je trouve qu'elle est problématique à plein d'égards. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a cet enjeu de... quand je parlais tout à l'heure d'attachement, je pense que quand tu disais s'écouter, etc., effectivement, j'ai pas du tout envie de tomber dans une politique, et je pense que ce livre est intéressant de ce point de vue-là, dans une politique qui consisterait à dire il faut que tout le monde s'entende bien, et puis ça va être super, et tout va bien marcher, parce que c'est pas vrai. Naïveté, finalement, en fait, le monde est traversé de rapports sociaux qui sont violents, et nous-mêmes, en tant que militants, militantes, on est traversés par ces rapports sociaux. Donc on doit composer avec ça. Et en même temps, j'ai l'impression que cette question des attachements, là où elle est intéressante, c'est que c'est mes attachements, qu'ils soient à des personnes, qu'ils soient à des humains, des non-humains, le territoire vivant que j'habite, etc. Ce sont ces attachements qui vont me mettre en mouvement et me donner l'énergie, la colère féroce, en fait, de les défendre. Et donc, effectivement, à cet endroit-là, la radicalité, elle a plus tellement de sens. Et là où, effectivement, le monde dans lequel on vit, et notamment la question écologique, la question climatique, et l'aggravation, en fait, de cette situation, elle nous emmène à un endroit où, depuis certaines positions sociales, à partir desquelles il était évident, depuis sans doute très longtemps, que lutter contre ce système, c'était lutter contre ces velléités de mort, en fait, contre un système qui tue, un système qui détruit. Peut-être aujourd'hui, avec la question climatique et la question environnementale, cette conscience-là s'élargit à l'ensemble de la population. Effectivement, c'est le cas notamment des militants et des militantes du climat. Et donc, effectivement, la radicalité, quel sens a la radicalité aujourd'hui quand il s'agit de dire, mais en fait, on va lutter pour notre survie, on va lutter pour défendre ce à quoi et celles et ceux à qui on tient. Juste une dernière question, il y a un mot qui fait très peur en France quand on parle des questions de lutte inclusive, c'est la question, et là ça allume tous les phares, de l'intersectionnalité. Alors ça fait très très peur. L'intersectionnalité, en gros, c'est penser en gros ensemble le genre, la classe et la question raciale. On vient d'en parler d'ailleurs avant dans le précédent plateau. Pourquoi c'est important? Parce que quand on dit ça à chaque fois, il y a plein de gens qui vous disent mais arrêtez de parler de race, arrêtez de vouloir toujours opposer les uns aux autres. Pourquoi c'est important dans les mouvements sociaux? Je ne sais pas, est-ce que ça les rend plus puissants? Enfin, pourquoi c'est important de prendre en compte ces questions-là? On dit souvent les mouvements écologistes ou parfois les syndicats, c'est souvent des mouvements très blancs, notamment en France. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc très difficile en France qui est qu'on n'arrive pas à envisager la lutte autrement que comme quelque chose d'homogène, et qu'en fait la finalité de la lutte, ça serait de lutter tous et toutes ensemble sur le même truc, dans le même espace, avec les mêmes revendications. Ça ne va pas arriver. Il faut faire le deuil de ce truc-là, ça ne va pas arriver. Et alors l'intersectionnalité, on peut mettre le nom d'intersectionnalité, on peut mettre d'autres noms. Bergman et Montgomery, elles parlent d'empire comme un système imbriqué de domination. Et il et elle expliquent notamment que, en fait, la lutte n'a pas vocation à nous amener à être ni d'accord, ni à pouvoir lutter ensemble. C'est-à-dire, notamment, un des enjeux de lutte, c'est de lutter contre cette idée qu'il y aurait un monde homogène dans lequel il faudrait tous et toutes rentrer. Ça, c'est vraiment la base de la domination.
domination. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour développer des luttes qui recréent, qui reconvoquent des mondes et aussi reconvoquer ce qui nous a été volé? Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils et elles écrivent dans un contexte colonial, qui est le contexte canadien. Et du coup, se questionnent beaucoup sur... Ils sont tous les deux blancs, ils sont tous les deux donc, descendants des colons et colons de par leur statut au Canada. Et donc, ils se questionnent beaucoup sur quels sont les mondes depuis notre position que nous sommes en possibilité de reconvoquer. Et comment, à partir de ces mondes-là, il va être possible de faire du lien avec la résurgence autochtone ou avec les mouvements non blancs de migrants au Canada. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est des questions qui sont complètement ouvertes, qui sont complexes, qui doivent, je pense, notamment nous faire aborder la question de la conflictualité, de remettre en question cette idée de l'homogénéité, etc. Mais en même temps, c'est les questions qu'on doit affronter aujourd'hui. Oui, on n'a pas d'autre choix on va être pas que de se frotter à ces questions-là, complètement. Oui, c'est ça. Sarah, peut-être dernier mot. En fait, je pense qu'il y a une espèce... Il y a un truc, moi, qui m'inquiète, c'est qu'il y a cette nécessité, je pense, en effet, d'intersectionnalité, c'est-à-dire de dire qu'il ne faut pas qu'une lutte desserve une autre lutte. Je pense que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je lis. C'est quand je lutte pour moi, pour mes droits, pour... ma liberté, est-ce que dans cette entreprise, je peux soit isoler, soit diminuer la potentialité pour d'autres personnes de lutter? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde. Et en même temps, je suis consciente qu'on ne peut pas être tous parfaits et prendre en compte toutes les oppressions parce que déjà, on ne les vit pas et aussi, on n'est pas forcément expert. Donc pour moi, la question, elle est plus de pas comment est-ce qu'on est le militant ou la militante intersectionnelle parfaite, mais plus comment est-ce qu'on reste dans la curiosité de comprendre comment mes luttes ont une influence sur les luttes d'autres et comment je peux peut-être faire d'une pierre deux coups, entre guillemets, et que dans mes luttes, je puisse aussi faire avancer l'agenda d'autres personnes. Et je trouve que, vraiment, pour moi, la question des violences policières, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle parle d'oppression, parce qu'elle est, je pense, suffisamment universelle, mais aussi spécifique à certains groupes, pour qu'on puisse faire avancer, justement, le sujet et donc résoudre cette problématique-là. Merci à toutes les deux. Franchement, j'ai envie de parler des heures avec vous, mais on va s'arrêter là. Pour tenir un petit peu les délais, Sarah Durieux, on lit votre livre « Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir » chez First Edition. On le voit qui s'affiche. Et vous, Juliette Rousseau, on lit votre traduction de l'anglais de « Joie militante, construire des luttes en prise avec le monde » aux éditions du Commun, livre de Carla Bergman et Nick Montgomery, admirablement traduit. Vous restez avec moi toutes les deux pour le 24 heures. Et si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage spéciale Gérald Darmanin, vous avez compris, c'est aussi le thème du jour. On en parlait en tout début d'émission dans la suite de nos révélations sur Gérald Darmanin. Antoine Rouget et Marine Turchi s'intéressent aux multiples parallèles que l'on peut faire entre les deux affaires qui impliquent actuellement le ministre. Celle de 2009 dont nous parlions hier et celle plus récente de 2016. Des similitudes entre les deux femmes qui accusent aujourd'hui Gérald Darmanin d'avoir abusé de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. Premièrement, toutes deux sont au moment des faits en situation de fragilité et viennent demander de l'aide à Gérald Darmanin qui est en situation de pouvoir. Toutes deux disent s'être senties obligées d'avoir eu des relations sexuelles avec lui. 3, dans les deux affaires, l'actuel ministre a pris la plume pour tenter d'intervenir en faveur de ces deux femmes. Une fois, il était conseiller municipal de Tourcoing, l'autre fois, il était maire de Tourcoing. 4, dans les deux cas, Gérald Darmanin donne l'impression de pouvoir faire quelque chose, il fait durer les choses, il tergiverse, il ne répond pas. Enfin, dans les deux affaires, le parquet a rapidement classé sans suite. Celle de 2009 est à présent confiée à une juge d'instruction. Elle pourrait bien joindre les deux enquêtes. On suivra évidemment tout ça de façon très attentive sur Mediapart. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouvez ce week-end, vendredi, dans notre série Un monde à vif sur Mediapart. On revient sur l'intervention de la France au Mali. Samedi, notre documentaire en 4 volets sur l'Irak. On en parlait hier dans À l'air libre. Dimanche, Rachida El Azouzi reçoit 3 féministes pour parler de comment les printemps arabes ont changé le combat féministe dans le monde arabe. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée et bon week-end.